Tourne là. On est en 2025 et pour la première fois depuis très longtemps, les New York Knicks ont une équipe qui peut chercher le titre NBA. Ou aller en finale, ce serait déjà pas mal. Ça a mis du temps et forcément ça rend les habitants de New York complètement fous, le mot est pas assez fort je crois. Ils sont dérangés, timbrés, irrationnels, mais c'est pour ça qu'on les aime. Et faut les comprendre, parce qu'enfin après des années, qu'est-ce que je dis, des décennies de disette, quelque chose a changé à New York, l'espoir est de retour, la ville se prend à rêver de nouveau, grâce à une équipe ambitieuse menée par Jalen Brunson. Et la dernière fois qu'il y a eu un tel engouement pour les Knicks, c'était il y a une trentaine d'années déjà, et je me suis dit que c'était le bon moment pour se replonger dans cette période à la fois magique et tragique pour les fans des Knicks, les fameuses années 90, avec une équipe qui a marqué toute une génération, les Patrick Ewing, John Starks, Charles Oakley et tous leurs autres potes, une team rugueuse, physique, combative, adepte d'un basket full frontal qui pouvait littéralement laisser du sang sur le parquet. Et pour parler de tout ça, on va se baser sur un bouquin qui revient en long et en large sur cette époque. Il est là, il est tout beau. Le très bien nommé Blood in the Garden, écrit par Chris Herring et publié en 2022. Et là, générique. Alors pourquoi on nous a pondu un bouquin sur les Knicks des années 90 ? Déjà il n'y en avait pas, ou du moins il y a eu un livre du journaliste Frank Isola sur l'épopée de 99, mais ça couvrait exclusivement cette saison-là. Sinon avant il y avait un livre sur la vraie période glorieuse de New York, le début des 70s avec les 2 titres gagnés en 70 et 73, ça remonte déjà. Pour ce qui est des Knicks des années 90, c'est une équipe qui est jamais allée au bout. Chaque année ils avaient des ambitions, les moyens de ces ambitions, encore que, et tous les ans le dénouement c'était le même, en gros soit ils se mettaient une balle dans le pied, soit ils tombaient sur ce mec-là. Mais c'est bien connu, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et ces Knicks-là, ils ont offert aux fans de basket tellement de moments qui sont restés dans la postérité, alors que ce soit en leur faveur ou à leurs dépens, mais avec une équipe qui avait une identité forte, un style, un fighting spirit, une certaine aura, comme on aime dire aujourd'hui, le tout servi par des personnalités fortes, des joueurs besogneux, accrocheurs, attachants, et puis des entraîneurs tout aussi mythiques et cultes. Bref, des héros sans couronne certes, mais qui à ce jour sont toujours vénérés par la ville de New York. Tout ça méritait d'être raconté dans un bouquin. Avec Blood in the Garden, on revient sur une décennie de basket à New York, en gros de l'arrivée de l'entraîneur Pat Riley en 91, jusqu'à la finale perdue en 99 contre les Spurs. C'est appuyé par les témoignages des protagonistes de l'époque, les joueurs, entraîneurs, assistants, les dirigeants, notamment Dave Checketts, l'ancien président des Knicks, qui a été beaucoup consulté pour ce bouquin, mais aussi les employés du Madison Square Garden, la salle mythique où jouent les Knicks, et toute une ribambelle de personnes qui gravitaient autour de l'équipe à cette époque. Alors la structure du bouquin, elle est assez classique en soi, ça suit un ordre chronologique saison par saison, c'est entrecoupé des portraits de ceux qui ont marqué cette équipe. En fait, le bouquin, il s'attarde pas tant que ça sur les faits de match. Alors il revient bien sûr sur les événements marquants qu'on a tous en tête quand on pense aux Knicks de cette époque-là, mais l'auteur il s'intéresse plus aux conséquences, à la psyché des acteurs de ces moments. Et puis les coulisses, les relations entre le staff et les joueurs, les tensions, le côté humain en fait. Et dès le premier chapitre, ça annonce la couleur directe. On te raconte le tout premier entraînement des Knicks version Pat Riley, le nouvel entraîneur qui vient d'arriver en 91. On est au camp de pré-saison et Riley met en place un exercice pour bosser l'air bon. Et là, t'as 2 nouveaux arrivants, Anthony Mason, un joueur au parcours instable, mais qui a les dents longues et qui essaie de gagner sa place, et Xavier McDaniels, un nouvel arrivé aussi, mais un vétéran là pour le coup, un mec qui a de la bouteille, qui a plus grand chose à prouver. 2 excités du bocal, on va pas se mentir. Alors les deux, ils se battent pour tenir la position au rebond, et ça va partir en baston après quelques minutes. Les deux, ils mettent un point d'honneur à pas se laisser faire, jusqu'à se foutre des parpaings dans la gueule. Et on t'explique que ce fight, c'est le point de départ de ce que seront les Knicks de Pat Riley. Ça veut dire on laisse rien, on se bat de la première à la dernière minute, priorité à la défense, personne, au grand personne rentre dans la raquette, et si jamais ça arrive, tu te prenais un taquet. Autant te dire que pendant le training camp, personne n'osait aller au panier, c'était trop dangereux, t'allais te faire dégommer. Le plus safe, c'est de prendre des shoots à mi-distance, et ça, c'est les joueurs qui le disent. En fait, Riley, il veut faire des Knicks l'équipe la mieux préparée, la plus physique, la plus teigneuse, la plus badass. Riley, il arrive avec un statut, c'est déjà une icône avant de poser ses valises à New York. Il a remporté 4 titres de champion NBA avec les Lakers dans les années 80, avec ce jeu spectaculaire, le fameux Showtime de Magic Johnson, avec les passes dans le dos, le jeu rapide, contre-attaque, alley-oop. Mais c'est pas le vrai Pat Riley, tout ça. Riley, avant de coacher les Lakers, il a joué pour cette franchise dans les années 70, avec des légendes comme Jerry West, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, mais lui, c'était pas une star, c'était un remplaçant, un role-player.
Un mec dur au mal qui a toujours dû se battre pour garder sa place dans la ligue, et c'est cet état d'esprit de mort de faim qui va ressortir chez les Knicks. D'ailleurs, son passé de joueur, c'est aussi ce qui va favoriser l'éclosion de gars comme John Starks ou Anthony Mason, en qui Riley il pouvait totalement se reconnaître. Des mecs à qui on n'a rien offert, qui ont vécu pas mal de galères avant de percer, des vrais underdogs comme Riley à son époque. Ah, John Starks. Joueur explosif, super défenseur, très bon shooter à 3 points aussi, enfin ça dépendait des jours, tête brûlée pour le meilleur et pour le pire. Un match il est chaud patate, le game d'après il laisse ses émotions prendre le dessus et il cool. Mais s'il y a bien un truc qu'on pouvait pas lui reprocher à ce mec, c'est son manque d'investissement. Un vrai soldat prêt à tout, ce qui fera d'ailleurs de lui une des coqueluches du Garden. Pour ce qui est de Mason, on est dans une autre vibe, physique d'armoire à glace, roublard, provocateur, mais avec des vrais skills balle en main et du toucher, malgré un shoot façon lance-pierre. Un mec qui en a chié aussi avant d'arriver au Knicks, passé par la Turquie, le Venezuela notamment, et également un favori des fans parce que pur produit local en provenance du Queens. Mais la caractéristique principale de ces Knicks et leur force, c'est leur front-court, avec tout d'abord Charles Oakley, profil de champion de bras de fer, intimidateur forcené, spécialiste du sale boulot en défense, une force de dissuasion qui compensait un talent relatif par une présence indispensable dans un collectif et garde du corps à temps plein et bras droit dans la raquette, de la pierre angulaire de l'équipe, la star, l'élu, celui qui doit amener les Knicks à la terre promise, j'ai nommé le grand Patrick Ewing. Au moment où le livre il débute, c'est qu'une nouvelle ère commence avec Pat Riley à la baguette. Ewing, ses 6 premières années de très haut niveau dans la ligue, un des meilleurs pivots, ou tout simplement joueur de la NBA, un défenseur hors pair, un contreur d'exception, physique, athlétique, un shoot à mi-distance redoutable, spectaculaire aussi, bref, tout ce que pouvaient espérer les Knicks au moment de l'avoir choisi à la draft 85. Ouais, seulement les stats et les highlights, ça suffit pas pour gagner, et à part une jolie victoire contre les Celtics de Larry Bird en 90, les Knicks y font du surplace, et l'ami Patrick, qui commence à avoir des envies d'ailleurs, pas persuadé que les Knicks lui permettront de passer au niveau supérieur. Et c'est pour ça que l'été 91, il est décisif pour New York. Quand Riley signe, c'est une aubaine pour les Knicks, parce qu'ils étaient désespérés. Ouais, un sentiment récurrent à New York. Parce que ouais, pour remettre les choses dans le contexte, après la période dorée des années 70 avec les 2 titres, c'est pas très glorieux, notamment dans les années 80. Il y avait des soucis de drogue dans l'équipe, certains joueurs ils étaient accusés de perdre exprès pour arranger des bookmakers, les mecs se pointaient pas aux entraînements, t'as eu masse de changements de coach, de general manager, bref, c'était la merde, et à part le passage de Bernard King, qui est une légende vivante au Garden, il n'y a pas grand chose à sauver. Jusqu'à l'arrivée d'Ewing. Donc attirer Pat Riley, c'est un bon début, mais le plus important, c'est de convaincre ta superstar de 2m13 de rester dans le navire, et honnêtement, c'était pas gagné au début. Lorsque Ewing il a rencontré Pat Riley pour la première fois, c'était pour lui filer une liste d'équipes dans lesquelles il se verrait bien aller, donc ça partait mal. Et ça peut paraître surréaliste aujourd'hui, mais Ewing il avait signé un contrat de 10 ans avec les Knicks à l'époque, mais il avait une clause dans son contrat qui stipulait que si son salaire était pas dans le top 4 de la NBA, il pouvait devenir free agent et se barrer autre part. Et quand tu penses au contrat actuel, c'est assez lunaire. Mais tonton Riley, c'est pas une légende pour rien, le mec sait négocier et il fait comprendre à Ewing que gagner un titre à New York, ça a pas de prix, et il va réussir à le convaincre de rester. Et du coup c'est parti, on a les 2 personnages principaux du bouquin qui sont en place. Riley va donner une identité aux Knicks, de la défense et du muscle, et Ewing il sera le porte-étendard de cet ADN. Alors faut revenir un peu plus en détail sur la méthode Riley, et après ce bouquin, on va pas se mentir, il passe pas mal pour un psychopathe. Les sessions d'entraînement des Knicks, elles pouvaient durer jusqu'à 3 heures, souvent ça ressemblait plus à du catch qu'à du basket. Ouais, c'était limite un rythme de camp militaire, Les shoot-arounds du matin, selon les dires des joueurs, ils étaient plus physiques que les matchs en eux-mêmes. Riley était très exigeant dans la préparation aussi, alors physique ça on a compris, mais mental et tactique aussi. Chaque année en début de saison, il donnait une cassette à ses joueurs avec des highlights d'adversaires qui jouaient au même poste, et après il leur faisait un quiz sur leurs tendances, le positionnement, comment les défendre. En fait, il laissait rien au hasard. C'était aussi un mec qui voulait aucune dissonance. Il a écarté pas mal de monde du staff précédent à son arrivée, et notamment un membre qui était vraiment apprécié par les joueurs. Et pour se justifier, il avait dit, je cite, « Parfois, faut tirer une balle dans la tête d'un otage et demander aux autres à qui le tour. » Ah ouais, il y a un truc qu'il détestait par-dessus tout, c'était de fraterniser avec l'adversaire. Il a une mentalité vraiment old school là-dessus. Il supportait pas qu'on puisse être ami avec un joueur d'une équipe adverse, et si tu mettais quelqu'un au sol, fallait surtout pas l'aider à se relever, sinon tu te prenais une amende. Bon du coup ça donne quoi à cette première saison de l'ère Riley à New York? Une belle progression des Knicks par rapport à l'année précédente, 12 victoires de plus au compteur, un bilan sympatoche de 51 victoires pour 31 défaites, et ce qui est bien, c'est que tout le monde adhère au style de jeu prôné par Riley, tout se passe bien sur la saison, et il y a moyen d'avoir des petites ambitions pour les playoffs. On arrive aux playoffs 92, et pour se mettre en jambes, ils vont tomber dès le premier tour sur les Pistons de Détroit, un premier vrai test face à une équipe qui a fait trembler l'Est pendant des années. Les 2 équipes, elles se rendent coup pour coup jusqu'au 5e match décisif qui se joue à New York.
Ewing assume son statut, il se dégonfle pas, il remporte son duel face à Isaiah Thomas et les Knicks peuvent célébrer un premier succès encourageant pour la suite. Cette série, elle fait office d'enterrement, vu que ça marque la fin des Bad Boys, mais aussi un passage de témoin, tant les Knicks ils sont inspirés de la méthode Pistons, qui n'étaient pas les derniers pour jouer dur. Une méthode qu'il fallait maintenant appliquer à l'ogre de la conférence Est, le champion en titre, les Chicago Bulls de Michael Jordan. Ouais, Bulls-Knicks, c'est le duel que tout le monde attend. Sur le papier, ça fait rêver. Mais on te fait bien sentir dans le bouquin que personne donne vraiment une chance à New York. À Chicago, ils restent sur une série de 17 victoires de suite contre New York. Ils viennent de balayer Miami 3-0 le tour d'avant. Jordan, il tourne à 45 points par match, dont une pointe à 56 points sur le match 3. Bref, ça sentait pas super bon, quoi. Et pourtant, New York va prendre l'avantage 1-0 dès le premier match. Il gagne à Chicago pour la première fois depuis 1987. Ewing sort un match de mammouth, il leur fait la totale, il détruit les Bulls dans les 5 dernières minutes du match, et on comprend vite que les Knicks, ils sont pas là pour faire de la figuration. On avance un peu dans la série, les Bulls y remettent les pendules à l'heure, ils vont prendre l'avantage 3-2 après un match 5 où Jordan il survole les débats. Ça c'est une constante. Donc les Knicks ils sont à un match de se faire sortir et c'est too much pour Riley, il est furax, il en peut plus. Il va réunir ses joueurs pour une séance vidéo, il va leur montrer un clip qui est rentré dans la légende, la fameuse action où Jordan il déborde Oakley et Starks sur la baseline pour aller dunker violemment sur Ewing, et ce clip il va le passer non-stop à ses joueurs pendant 5 à 10 minutes. Et au moment où il stoppe la vidéo, enfin, il s'adresse à tout le monde et il conclut que quelqu'un doit mettre Jordan à terre, peu importe le moyen. Vive le basket. Sauf que Jordan, il est... Ouais, Jordan. Sauf que Jordan, il est pas con, il a senti qu'il y avait anguille sous roche, il sent que ça va mal se passer, et il évite presque la peinture dans le Game 6. 22 de ses 25 shoots, ils seront hors de la raquette. Il se dit, les mecs sont désespérés, je leur mets la misère depuis le début. Ils vont pas me louper, donc les Bulls perdent ce match, mais Jordan il sauve sa peau, clairement. Ça nous donne un match 7 décisif pour décider qui ira en finale de conf, et Jordan il allait pas se cacher 2 fois, il se réveille, il met 42 points, New York essaye d'y aller à l'intimidation, McDaniels a bien fait chier Pippen sur cette série d'ailleurs, mais au final ça fera pas la différence. Les Bulls ils explosent les Knicks, un match que Ewing joue blessé en plus, il prend 4 fautes rapidement. Bref, à partir de là, c'était compliqué, mais il n'y a pas vraiment de regret à avoir. Les Knicks, ils poussent le champion au titre avec le meilleur joueur du monde à une série en 7 matchs. Pour la première année de Riley, c'est plutôt pas mal, et ils ont même gagné le respect de Jordan, notamment McDaniels. Ouais, il sera resté une seule saison à New York, le X-Men, comme on le surnommait, et c'est bien dommage parce qu'il collait parfaitement à ce côté poil à gratter. C'était un chieur qui se laissait pas faire, c'était du sur-mesure en fait pour ces Knicks-là. En même temps, un an avant, il avait auditionné et remplissait déjà tous les critères. On voit que lui et Charles Oakley sont faits pour s'entendre, et vas-y que je te fais un gros câlin, c'est mignon tout ça. Et c'est les Knicks qui ont un peu fait de la merde. Ils voulaient garder McDaniels, qui était en fin de contrat, mais lui, il n'a pas eu la patience d'attendre la fin de l'été pour que son contrat soit prolongé, et il a fini par se casser à Boston. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est presque Ewing qui l'a persuadé. Il lui a dit, si les mecs t'appellent pas dès le début de l'été, c'est qu'ils veulent pas de toi. Alors qu'en fait, c'était les négociations, c'est pas comme ça que ça marche, mais bon, je pense qu'à l'époque, ils pensaient pas trop à tout ça, quoi. On a quelques nouvelles têtes qui arrivent, notamment Doc Rivers qui remplace Mark Jackson, et Charles Smith, le fameux, qui apporte encore plus de taille, et les Knicks espèrent des points aussi. Pour la saison 92-93, les Knicks continuent sur leur lancée, c'est pas forcément esthétique, ça pue pas le talent, mais c'est efficace et ça gagne, alors par tous les moyens possibles, et souvent ça implique de hausser le ton. Ouais, les mecs sont leaders en fautes techniques et fautes flagrantes entre 91 et 93, alors c'était pas le même basket, à l'époque les règles étaient plus laxistes, et New York ils vont exploiter le filon, ça joue hyper physique, et surtout les mecs ils sont conditionnés par Riley, ils sont intenses, parfois trop, et forcément ça allait exploser à un moment donné, et ce jour-là, c'est le 23 mars 93. The New York Knicks, the best in the East, in Phoenix to go against the Suns, the best in the West. You don't need to build this one up. The Knicks were looking for their 10th straight win, but they had a fight on their hands against the Suns. Kevin Johnson met un écran un peu appuyé sur Doc Rivers, il en fallait pas plus, ça part en couille direct. Rivers, il a bien lu son manuel du parfait petit Knick et il part en chasse. Alors toute l'équipe suit, là-dessus il n'y a pas à dire, les Knicks ils sont solidaires, surtout dans la baston. Même Greg Anthony, qui n'était pas sur la feuille de match, il participe à la fête. Et cet événement-là, cette échauffourée, on va dire, ça commence déjà un peu à inquiéter la NBA parce qu'ils sentent un peu une tendance avec cette équipe-là. Ils sont pas très fans. Mais au final, ça va. Les Knicks terminent la saison régulière avec 60 victoires, meilleur bilan de la conférence Est et des grosses ambitions au moment d'aborder les playoffs 93. Ils vont faire le boulot et ils attendent les Bulls de pied ferme en finale de conférence pour un rematch de l'année passée. Cette fois, New York a l'avantage du terrain sur la série, et surtout ils sont à 25 victoires de suite à domicile. Bref, toutes les conditions sont réunies pour enfin taper Jordan et sa bande, et au début ça en prend le chemin.
Ils gagnent les 2 premiers matchs, ponctués par un dunk juste iconique de John Starks. We're down to 50 seconds left in the fourth quarter. Starks, yes! What a move by Starks, who was able to sky to the basket. What a spectacular move. Personne n'a oublié ça à New York, le highlight de sa vie sans conteste, et surtout à l'époque, le moment où tout roule. Les Knicks sont à 2 victoires d'aller en finale NBA, et tout New York est en ébullition, ça y est, c'est maintenant, c'est leur tour quoi. Surtout qu'ils arrivent plutôt bien à gêner Jordan, qui a des pourcentages un peu cata jusque-là, ils arriveront même à le limiter à 3 sur 18 dans le match 3, sauf qu'ils n'arriveront pas à en profiter, et ça pardonne pas. Jordan y revient avec le couteau entre les dents pour le match 4, il va leur planter 54 points dans le museau, et il est tout simplement inarrêtable sur ce match. Starks, il donne tout ce qu'il a en défense, mais Jordan, il est incandescent, il n'y a rien à faire. Donc à ce moment-là, il y a 2 partout entre les 2 équipes, et là on rentre dans le vif du sujet, vraiment. 2 juin 1993, premier traumatisme, premier cauchemar, première désillusion pour les Knicks. On approche de la fin du match 5, il reste 15 secondes à jouer, 1 point d'avance pour Chicago. Charles Smith hérite du ballon dans la raquette, il va monter 4 fois au panier sans jamais réussir à planter dedans. Les Bulls prennent l'avantage 3-2, ils termineront le travail 2 jours plus tard, avant de gagner leur 3e titre en 3 ans. Charles Smith, il va se faire démonter pour ce raté décisif. Le mec, il vit toujours à New York aujourd'hui, et 30 ans plus tard, on lui parle toujours de cette action. Une seule action va définir sa carrière de basketteur, et c'est celle-là, il s'en est pris plein la gueule. C'est horrible à dire, mais il n'était pas vraiment fait pour ce moment-là, et le bouquin, il te l'explique bien, il remonte des années en arrière, quand Smith, il était encore à la fac, il te raconte un entraînement avec des coachs assistants, où le but de l'exercice, c'est de monter au panier, et les mecs, ils te foutent des taquets au bras pour que tu t'entraînes à avoir des paniers avec la faute, des end-one. Et Smith, il se plaint de cet exo-là, il dit que ça fait mal, c'est trop physique. Et là, tu te dis, il y a un problème, il n'y a pas de hasard, quoi. Alors, faut préciser une chose, ouais, Smith, il fait de la merde sur cette action, il doit mettre le panier à un moment donné. Mais bon, les Knicks, ils ratent 14 lancers ou 15 sur ce match-là, ils se font manger au rebond, bref, tout mettre sur le dos de Smith, c'est un peu facile. Et le livre, il arrive à l'humaniser, ce mec-là, on a de la peine pour lui. Déjà, on l'oblige à jouer un poste qui n'est pas le sien, vu son physique, c'est plus un poste 4, mais on fait jouer 3. En fait, il était censé remplacer Xavier McDaniels, mais c'est clairement pas le même type de joueur. Smith, c'est un gars plus dans la finesse, il rentrait pas trop dans le moule des Knicks à première vue, il n'avait pas la même mentalité que ses coéquipiers, c'était un peu une erreur de casting en somme. Et puis avant ça, il avait passé des années aux Clippers, donc c'est pas un mec qui avait forcément la gagne non plus. Mais je disais, il te fait de la peine parce que en plus de tout ça, il était victime constamment des moqueries de Pat Riley, qui pouvait avoir un côté sadique une fois qu'il avait pris quelqu'un en grippe. Riley, il va douter des blessures de Smith à un moment dans la saison, et le problème c'est qu'il va le faire savoir devant les autres joueurs. Et quand tu lis les extraits, c'est presque malsain un peu. Riley, justement, après cet échec, il a besoin de vacances, peut-être d'un psy aussi. Donc il s'envole à Hawaï avec sa famille pendant l'été, pour un repos bien mérité, et surtout déconnecté du basket, quoi. Il arrive à l'hôtel, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il doit changer de suite. Voilà, il y a un imprévu. Alors Riley, ça le fait chier, mais bon, on le fout dans une piole avec un standard équivalent, donc ça va, c'est pas la fin du monde. Mais il est quand même curieux, il a envie de savoir qui atterrit dans sa suite royale qu'il avait réservée à la base. Et là, je déconne pas, ce mec-là. Même en vacances, Riley, il peut pas éviter Jordan. Il est inévitable, ce mec. Ça résume assez bien les années 90. Riley, il était là pour prendre du bon temps, et au final, il va repartir en dépression, quoi. Mais il y aura des lendemains meilleurs pour Riley et ses joueurs, parce que le destin va offrir un coup de pouce aux Knicks le 6 octobre 93. Michael Jordan annonce sa retraite. Pour se mettre au baseball. Donc voilà, plus de Jordan, la voie est libre, qui va pouvoir arrêter les Knicks maintenant? Il n'y a plus d'excuses. Les Knicks gèrent la saison régulière, 57 victoires, à ce stade-là l'équipe elle est rodée, et puis ils obtiennent de la reconnaissance aussi. Ils envoient 3 mecs au All-Star Game, Starks, Ewing et Oakley, bref, tous les compteurs sont ouverts. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des petits coups de mou de temps en temps, et c'est le rôle de Riley de recadrer tout ce beau monde quand il sentait que la dynamique elle pouvait vaciller. D'ailleurs, Riley, c'était une de ses forces. Il avait plein de techniques pour motiver, mobiliser ses joueurs. Une fois, il s'était mis la tête en apnée dans un seau d'eau glacée pendant 2 minutes. Il était ressorti à bout de souffle. Et là, il balance une sorte de cri de ralliement. Tout ça pour montrer aux joueurs ce que c'est la volonté de gagner. On va dire qu'il était inventif. En février 94, les Knicks perdent 4 matchs de suite, sont un peu dans le dur. Ils doivent aller à Sacramento pour jouer les Kings. Et ça inquiète Riley, qui se dit que c'est peut-être le moment d'offrir un break à ses joueurs. Le bureau dans les douches, j'ai pas trop compris par contre.
Sans les prévenir, il va changer l'itinéraire de l'avion qui était censé les amener à Sacramento pour aller dans un bled dans le Nevada où il y avait la race de casino. Il leur dit de se lâcher pendant 36 heures, d'oublier le basket, de faire la teuf, et surtout tout ça assez frais. Il leur lâche 10 000 boules, roulez jeunesse, c'est parti. Mais Riley, c'est un mec sournois. Après cette petite escapade impromptue, le jour du match, il va changer 3 joueurs du 5 de départ. Il met notamment Stark sur le banc, alors qu'il venait d'être All-Star, le mec. Et tout ça, c'était une ruse, en fait. Riley avait besoin d'un électrochoc pour réveiller ses troupes à ce moment-là. Mais c'était difficile pour les joueurs de se plaindre de ces changements dans le 5 de départ, après leurs petites vacances aux frais de la princesse. Du coup, c'est passé comme une lettre à la poste, et puis les Knicks vont battre les Kings. Riley y remotive son groupe, et il évite des frondes dissidentes. Masterclass. Mais de cette histoire, il y a un détail qui va rester, et pas des moindres. Les 10 000 $ là, qu'il a sortis de sa poche pour que les joueurs s'amusent, il compte bien les récupérer, Riley. Et il se dit qu'il y a moyen de faire passer ça pour une note de frais. Il en parle à Dave Checketts, le président des Knicks, qui ne saura pas comment justifier cette dépense dans la compta de l'équipe. Et le remboursement que Riley il espérait, il prend du plomb dans l'aile. Et ça peut paraître anecdotique, mais Riley il va pas l'oublier ce truc-là. Je parle de casino et de jeux d'argent, faut rappeler que ça c'est une constante en NBA. Les gars ils parient du fric sur tout et n'importe quoi, surtout les jeux de cartes quand même, et souvent pendant les trajets en avion aussi. Ouais, les mecs sont souvent aussi compétitifs sur les parquets que derrière leur carré d'as, ce qui peut aussi poser des problèmes dans le vestiaire, au point où ça a inquiété un peu Riley, qui va leur sortir cette phrase à l'entraînement un jour. Est-ce que tu t'attends à ce que ton coéquipier te fasse la passe si tu lui dois 30 000 $? Alors je peux pas m'identifier à ça avec ma modeste carrière en départemental. J'ai jamais joué avec un coéquipier qui me devait 30 000 boules, et effectivement je lui ferais peut-être pas la passe non plus. Tant qu'on est dans l'histoire de pognon, faut parler de Charles Oakley aussi. Oakley il se baladait toujours avec 50 000 $ en cash sur lui, comme ça s'il y avait une partie de cartes qui se lançait dans l'avion, il était toujours prêt. Le problème c'est que les mecs ils ont pas tous le même salaire, Ewing et Oakley ils se mettent bien, mais le petit rookie drafté au second tour, il a pas le porte-monnaie aussi large, et surtout il veut trouver une excuse pour pas participer à tout ça et se faire dépouiller. Oakley il a réfléchi à ça, il dit comment je vais bien pouvoir leur faire les poches. Je vais me trimballer avec un TPE portable, sur moi, H24, plus l'excuse, t'as pas de cash pour payer tes dettes de jeu, t'as une CB non, je prends l'American Express aussi. Sacré client le Oakley quand même, une mentalité d'un autre temps, et celui qui décrit le mieux ça dans le bouquin c'est sûrement Tim McCormick, qui est un obscur joueur de banc qui a joué 8 mois au Knicks, sauf que les 8 mois qu'il a passé là-bas, Oakley lui a jamais adressé la parole une seule fois. Par contre McCormick, il se faisait ruer de coups à l'entraînement tous les jours quoi, et un jour il en a eu marre, il a riposté, et à partir de ce moment-là, Oakley il a commencé à lui dire bonjour quoi. Les valeurs du sport. T'es où ? En 1994, les Knicks ils vont une fois de plus croiser le chemin des Bulls, alors sans Michael Jordan certes, mais ça reste du costaud, et surtout les Bulls, ils ont une sorte d'ascendant psychologique sur New York après leur avoir mis la misère pendant des années. Comme l'année précédente, New York va remporter les 2 premiers matchs de la série à domicile, et ils veulent enchaîner à Chicago pour surtout pas leur donner une lueur d'espoir. New York ils veulent faire un statement, et ça va pas rater. On est le 13 mai 1994, match 3 à Chicago, et en fin de première mi-temps, Derek Harper et Jojo English vont se dire des mots doux avant de se lancer dans un combat de judo qui va finir hors du tatami. Grosse échauffourée, tout le monde participe, et tout ça devant les yeux du boss de la NBA, David Stern, qui est ébahi par ce qu'il est en train de voir. La situation dégénère totalement, une baston générale qui atterrit dans les tribunes, c'était pas vraiment dans son bingo avant de rentrer dans la salle à David Stern, et il aime pas du tout ça. Surtout que quelques jours avant, on avait eu un peu la même, lors du premier tour des playoffs, t'avais eu un affrontement Miami-Atlanta, Grant Lang et Dwayne Ferrell se chamaillent et ça part complètement en vrille, et t'avais le vice-président de la NBA, Rob Thorne, qui était dans les tribunes. Les mecs ont vraiment le sens du timing quand même. Et ces deux événements coup sur coup, ils vont avoir des grosses conséquences, des changements de règles qui vont arriver, et surtout celle-ci. Dès la saison suivante, pour éviter que les situations dégénèrent complètement, il sera interdit à tout joueur sur le banc de touche de rejoindre le terrain sous peine d'être suspendu. Un détail qui aura son importance pour nos amis new-yorkais quelques années plus tard. Revenons à nos Knicks, après avoir fait mumus dans les tribunes et appris à mieux connaître les spectateurs de Chicago, fallait quand même finir le match et ça se termine mal. Ils se prennent un buzzer de Tony Kukoc sur la gueule, les Bulls enchaînent au match 4, 2 partout, balle au centre. Le match 5 est remporté par New York, mais vraiment ric-rac et sur un coup de sifflet qui encore aujourd'hui fait polémique. On arrive au match 6, et là je suis obligé de montrer ce poster incroyable de Scottie Pippen, et pour la peine on se le fait en VF. Attention, B.J. Armstrong à la contre-attaque, ils sont à 3 contre 1 avec Myers qui remet. Oh là 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 là, l'action du match là.
Pippen qui a volé sur Pat Ewing. Et Pat Ewing n'est pas content. Pippen qui a plus ou moins marché sur Ewing et qui va ensuite aller voir Spike Lee pour chambrer. Alors là, le match gagne en intensité, rien qu'avec ce dunk magistral. Woo! Genre j'ai dit. Ça donne donc un Game 7 à New York, tout le Garden serre les fesses et les Knicks réussissent enfin à se défaire de ces Bulls valeureux, mais un peu courts, en même temps il manquait quelqu'un. Mais même sans la présence de Jordan, cette victoire elle a un effet libérateur pour les Knicks. Après 4 défaites en 5 ans contre les Bulls, New York passe enfin l'obstacle Chicago et on se dit que ça sent bon la finale. Mais pas si vite, au tour suivant, ils tombent pas sur des figurants, les Indiana Pacers ils sont bâtis pour emmerder New York. Alors déjà avec un secteur intérieur qui a pas à rougir au niveau biscotto et intensité, et surtout avec un assassin, shooter d'élite, compétiteur imperturbable, la pression il la boit. Je veux parler de l'antagoniste ultime, le redouté et redoutable Reggie Miller. Parce que ouais, Reggie quand il vient à New York, c'est pas pour faire du tourisme, et au moment où la série elle revient à Manhattan avec les deux équipes à égalité pour le match 5, il va tout simplement crucifier les Knicks avec une performance mémorable dans le 4e quart-temps. Le mec est on fire, et en plus de massacrer les Knicks avec son adresse, il salue Spike Lee à sa façon avec un geste qui hante encore le Madison Square Garden aujourd'hui. Donc les Knicks ils sont dans la panade, ils sont menés 3-2, ils retournent à Indiana avec une pression colossale sur les épaules, et ils s'en remettent finalement à John Starks qui sort un match parfait pour sauver leur peau, avant que Patrick Ewing libère définitivement tout le peuple new-yorkais dans le match 7, avec une performance à la hauteur de l'événement. Il lâche une ligne de stats de mammouth et cerise sur le gâteau, un panier décisif en fin de match sur une claquette, et il finira avec les bras levés au ciel. Une image qui symbolise à la fois un soulagement et une communion avec le public. Le travail a payé et New York file enfin en finale après 21 années d'absence. Logique, vu les attentes diront certains, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas bouder son plaisir dans ces moments-là et célébrer le parcours accompli. Donc les Knicks ils en ont chié, ils se sont rendus la tâche compliquée à plusieurs moments, mais l'essentiel est fait pour le moment. Finale NBA 1994, le duel s'annonce encore une fois âpre. En face, c'est les Houston Rockets qui se pointent avec le MVP et défenseur de l'année en titre, Monsieur Hakeem Olajuwon, qui va donner du fil à retordre à Ewing et ses potes. Alors encore une fois, la série elle est très serrée, comme on pouvait s'y attendre, les défenses prennent le dessus, t'as aucun match qui dépasse les 100 points. Mais New York arrive à tirer son épingle du jeu pour mener 3-2, ils sont à un tout petit match de la victoire finale. Alors dans cette finale, jusque-là, jusqu'au 5e match, il y a 2 trucs qui ressortent pour moi, c'est la défaite des Knicks au match 3, où vraiment ils sont pas vernis en fin de match. T'as une faute offensive de Ewing sur un écran à 20 secondes de la fin alors qu'ils sont menés d'un point. C'est franchement cher payé, quoi. Je pense pas que tu la siffles tous les jours cette faute-là. Et un peu plus tard, les Knicks ils cherchent à mettre un 3 pour égaliser. Olajuwon il fait faute sur une tentative de John Starks à 3 points. Et tu dis tout bénef pour New York. Sauf qu'à l'époque, putain, mais j'avais oublié que t'avais que 2 lancers francs pour une faute sur un tir à 3. Et la règle, elle changera la saison d'après. Et heureusement, quoi. Je pourrais parler de Sam Cassell aussi, mais je garde ça pour une prochaine vidéo. Et puis t'as le match 5 aussi, qui reste un moment assez surréaliste dans l'histoire des États-Unis, tout simplement. T'as NBC qui diffuse le match, normal, mais ils vont couper régulièrement pour switcher sur la course-poursuite d'O.J. Simpson avec les flics sur l'autoroute à LA. O.J. Simpson qui était accusé de meurtre à l'époque, et ça va prendre toute l'attention. C'est un match 5 de finale NBA, mais tout le monde est obnubilé par cette Ford Bronco qui est en balade à 2 à l'heure sur l'autoroute, quoi. Et même les joueurs, ils étaient perturbés par ça. Régulièrement, ils demandaient où ça en était la course-poursuite à des gens dans le public ou des gens du staff. Donc ça donne une ambiance très bizarre à ce match-là, quoi. Sinon, plus marrant, c'est Ewing qui passe son temps à recadrer ses coéquipiers. Mason et Stark, ils sont en roue libre totale, et Ewing, il est obligé de prendre le relais de Riley et de les remettre en place. Les mecs, c'était vraiment intenable. Au bout de 5 matchs, New York mène 3-2. Il reste 2 matchs à Houston. Il faut juste en gagner un des 2 pour New York, juste un. Et les Knicks sont pas passés loin. Dès le match 6, John Starks il prend feu dans le 4e quart-temps, il porte les Knicks sur ses épaules et il s'offre même la balle de match. 2 points d'avance pour Houston, Starks prend sa chance à 3 points pour le titre, mais il se fait contrer par Hakeem Olajuwon, qui est pas le meilleur défenseur de la NBA pour rien. Il y aura donc un match 7 décisif, le temps pour Starks de bien gamberger et de se ressasser cette action dans tous les sens. Il en dormira pas d'ailleurs. Il y a 3 jours entre les matchs 6 et 7, et ça va être une éternité pour Starks. En plus de vivre ce moment-là loin de chez soi, c'est jamais évident. Les Knicks se sont vraiment posé la question à un moment de rentrer à New York entre les 2 matchs, parce que là, Starks, il passe ces 3 jours-là dans sa chambre d'hôtel, et tout ce qu'il voit à la télé, c'est son shoot manqué qui passe en boucle sur les chaînes nationales, et ça, il va très très mal le vivre. Putain, il est pas au bout de ses peines.
Je disais donc 3 partout et le titre va se décider sur un ultime match 7 le 22 juin 1994 et c'est clairement pas le moment de flancher. Et malheureusement, comme souvent quand faut conclure, les Knicks, ils vont se chier dessus. Pourtant dans cette série, ils avaient à chaque fois remporté le 4e quart-temps, mais ce soir il y a tellement rien qui va, que ce soit Ewing, Derek Harper ou Oakley, ils enchaînent tous les bourdes. Harper d'ailleurs, il avait fait une très bonne série pour les Knicks, au point où il avait commencé à préparer un speech si jamais il avait été MVP des finales. Il aurait dû se calmer un peu. Le match est serré, 3 points d'avance pour Houston au moment de commencer le 4e quart-temps, et on se dit qu'un seul homme peut sauver New York. Bah ouais, il a été clutch sur cette finale, sur les matchs précédents, il met 11, 11 et 16 points dans le 4e quart-temps. Bah voilà, c'est ton moment, John. En plus, l'histoire, elle serait belle, le mec, il bossait littéralement dans un supermarché il y a encore quelques années. Parce que voilà, Stark, c'est pas le parcours d'un mec qui est censé être dans ce genre de situation, donc ce serait un peu la revanche des laissés pour compte, ce serait beau. Mais non, Starks va sortir un match horrible, même pas horrible, il va sortir un match interdit en fait. 2 sur 18 au tir, dont 0 sur 11 à 3 points, le mec met rien. Il envoie bricasse sur bricasse, et son visage il se décompose au fur et à mesure du match. Honnêtement, c'est dur à regarder, le mec est au bout de sa vie, c'est tragique en fait. Tu vois un mec couler tout seul, avec ce sentiment d'impuissance, et c'est ponctué d'un airball immonde. Le mec se noie, et Starks, il aura des séquelles psychologiques de cet échec, on te le raconte dans le livre. Ça a été super chaud pour lui par la suite. Il a limite du PTSD de cet événement-là, quoi. Résultat final, Houston soulève le trophée de champion NBA pendant que New York enterre son rêve. Alors la responsabilité de cet échec, les gens ils vont la mettre sur Starks, tu m'étonnes. Sur Ewing aussi, qui n'a pas non plus été à la hauteur sur cette finale. Malgré des bonnes perfs en défense, il a une adresse pourrie et il perd clairement son duel contre Olajuwon. Et puis Riley peut prendre la faute aussi, pour avoir fait confiance à John Starks jusqu'au bout, là où certains auraient aimé voir son remplaçant jouer plus à l'arrière, le vétéran Rolando Blackman. Parce qu'il y a pas mal de témoignages dans le livre qui disent qu'il y a même des anciens des Knicks qui disent « Mais pourquoi il a pas joué Blackman? C'est un bon joueur, il aurait pu soulager un peu Starks. » Alors c'est facile de dire ça après coup, Blackman il a pas joué des finales, et tu veux le faire rentrer dans un 4e quart-temps dans un match 7 de finale NBA? Non, Riley il a fait confiance à son gars sûr, qui était pas un gars sûr malheureusement. Mais voilà, Riley, il est loyal, il n'allait pas lâcher Starks, qui fait globalement une bonne finale, à part 2 matchs complètement foirés, parce que le match 1, il se trouve total aussi, je crois qu'il doit faire 3 sur 18 au tir, un truc comme ça pique. Mais vu le passif et la confiance de Riley envers Starks, il avait sa place. Bon, c'est le moment de faire une pause. La prochaine fois, on enchaîne sur la saison 94-95. Jordan est toujours à la retraite, les Knicks gardent les mêmes joueurs, ils auront l'esprit revanchard après avoir été si près du but. Il devrait y arriver cette fois là, non? Ça va le faire? Ça va le faire?